Bonjour et merci d'abord pour vos commentaires qui ont été nombreux, vos encouragements aussi. Après cette première vidéo, je suis assez content parce que j'ai 88 vues pour l'instant à l'heure où je parle, ce qui est pas mal, ça fait pas mal de classes. Néanmoins, mon objectif étant de reverser un peu d'argent au personnel soignant. Sachant que je me suis renseigné, Google reverserait 50 euros toutes les 200 000 vues. Il me semble qu'il faudrait, selon mes calculs, à peu près 6 ans et demi pour que je puisse reverser ne serait-ce que 50 euros pour l'instant. Ça a été un peu compliqué. Mais on va continuer comme ça, peut-être que à force de partage, etc. Et puis, bah, si vous me voyez et que vous avez des conseils à me donner, je suis preneur, hein, notamment la diffusion, euh, parce que bah, voilà, plus ça touchera de gens, mieux ce sera. Et puis, bon, finalement, s'il n'y a pas d'argent, au moins ça aura servi à aider peut-être même les enfants d'infirmiers ou de médecins qui seront partis au travail. Alors, donc, je reprends sur euh, le temps comme impitoyable ennemi dans ce poème 76, Spleen 76, avec d'abord donc un retour sur le vers 1 qui est, comme je vous le rappelle, une hyperbole, qui est une figure de style d'exagération, soit d'une réalité, soit d'une idée. Euh, 1000 ans de souvenirs, évidemment, il s'agit d'une exagération. Quels sont les morts de la fosse commune? Bah, c'est très simple, les morts de la fosse commune sont ses souvenirs, les souvenirs du poète. C'est tout ce que le poète a fait et ce qu'il regrette, ses remords et ses espoirs déçus. Souvenez-vous d'un autre poème qui s'appelle L'ennemi. Euh, c'est le 10e poème de Spleen et Idéal. Il écrit: Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il me reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Euh, voilà. Vous voyez à quel point, encore une fois, on est là dans une idée assez morbide. On est dans, vous voyez, on rappelle les morts les plus chers. Et Baudelaire utilise des images pour dire les souvenirs. Il a une volonté de rendre concret les souvenirs. Et il y a d'ailleurs un jeu de mots entre mort et remords. Euh, on a cette idée de temps qui ne s'arrête pas, avec l'utilisation de toujours au vers 10. Il lit ainsi. euh, tout cela est lié au présent qu'on appelle, comme vous savez, de vérité générale. On est dans un temps qui est euh, tout le temps recommencé. On est dans un temps éternellement recommencé. Et on est dans une situation, le poète se situe dans une situation inextricable, sans échappatoire. Au vers 15, vous avez cette idée que l'ennui domine, euh, rien, pardon, faut que je repars. Donc, au vers 15, rien n'égale en longueur les boiteuses de journée. On est là sur. Alors, ça a une résonance avec nous en ce moment, n'est-ce pas, hein, rien n'égale en longueur les boiteuses de journée quand on est confiné. Ça rime. Euh, et l'ennui domine donc et ruine toute possibilité de fuite. Personne ne peut fuir, évidemment. On peut assez aisément se mettre dans les baskets de Baudelaire actuellement. Euh, cette idée concrète, on trouve une idée concrète hein, avec ces journées boiteuses. On a l'impression qu'il personnifie les journées. On a l'impression que voilà, la journée claudique. Enfin, au vers 16, vous avez quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la mort d'incuriosité, etc., euh, on retrouve cette idée de poids qui pèse sur le poète. On peut trouver à nombreuses reprises des poèmes qui soit commencent, soit se poursuivent avec quand, etc. Euh,
faudrait que je puisse retrouver. Bah, c'est la page d'après. C'est la page d'après, c'est Spleen 79. Quand le ciel bas et lourd, en plus celui-là est vraiment célèbre. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, on prend aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Voilà. Encore une fois, on est dans la joie et l'exaltation la plus absolue. Euh, on a cette idée, si vous voulez, d'une espèce de hyperbole généralisée, c'est-à-dire toutes ces neigeuses années qui montrent la persistance de l'hiver, du froid. Là encore, on peut retourner à l'ennemi, hein, le 10e poème qui file la même métaphore. Le temps n'avance plus, c'est donc un temps statique. Et en grec, stasis, ça veut dire l'arrêt. Et vous avez vu cette multiplication de rimes en et à partir de. Ça commence au 11e vers. De rose fanée, surannée, boucher, débouché, journée, année, incuriosité, immortalité. Là, il y a très clairement une rupture par rapport à la règle de l'alternance. Rupture qui lui permet au poète de montrer que la règle de l'ennui, au fond, suit un peu la règle du poète, c'est-à-dire qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Là, le poète veut montrer que l'ennui, comme lui, sont. euh, euh, enfin, le poète traîne son ennui, et comme il le traîne, vous voyez, on sent bien, avec cette multiplication là de vers identiques, de rimes identiques, qu'il veut montrer que cet ennui se traîne. Et cet ennui, comme il le dit, provoque la morne incuriosité, avec cette espèce de diérèse. Vous connaissez la diérèse, c'est-à-dire la prononciation en 2 syllabes de 2 voyelles successives dans un même mot. Alors, là encore, moi je ne suis pas certain qu'il s'agisse de quelque chose de véritablement choisi. Est-ce que c'est une technique vraiment? Moi je pense que c'est plutôt quelque chose qui est venu ensuite de l'analyse des textes, mais que Baudelaire sur le coup n'a pas pensé tiens, il faut absolument que je mette une diérèse ici. Voilà, ça c'est mon avis. Mais voilà. Après, évidemment, sur les rimes multipliées entre le vers 11 et le vers 18, là c'est évident, on est sur quelque chose de voulu. Ensuite, donc au vers 18, vous avez il y a une notion de dérision, encore une fois, puisque la seule immortalité possible est celle de l'ennui. On est toujours dans l'hyperbole, mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne voit pas la fin. Les souvenirs sont des morts, mais le poète, lui, n'est pas mort. Donc là, on a un problème, hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du blocage. Là encore, il y a une diarrhée sur proportion. Bon, moi, très honnêtement, plutôt que de mettre des stupidités dans une copie, il vaut mieux repérer des choses qui sont sûres et certaines. Par exemple, la multiplication des rimes, entre le vers 11 et 18, encore une fois. Là, vous êtes sûr de ne pas dire de bêtises. Après, sur les diérèses et sur leurs effets supposés, honnêtement, si vous n'êtes pas sûr, ne mettez rien. Il vaut mieux ne rien mettre que de mettre une énormité. Voilà, ensuite je passe à. Je vais essayer d'accélérer parce que, encore une fois, je crois qu'il faut vraiment que je fasse des vidéos rapides. Si vous avez des choses. Et puis j'ai beaucoup de choses à dire, alors si vous avez, évidemment, faites arrêtez la vidéo, reprenez, etc. Faites des pauses. Voilà. Donc, parlons de l'oubli et de l'évanouissement, importance du mot encombré par exemple au vers 2, vous avez une sensation de trop-plein, d'un engorgement, qui encore une fois renvoie au premier vers. Le boudoir du vers 11 est quoi? Il est vieux, donc il y a c'est de temps qui a passé, et des roses qui ont fané, elles ont fané les roses, donc il y a une idée fondamentale de décrépitude. Au vers 12-14, on retrouve cette idée de décrépitude à travers les adjectifs qualificatifs. Rose fanée, donc
suranné, pastel, plaintif, etc. Et puis, les pâles bouchers. Alors pourquoi boucher? C'est la seule fois où Baudelaire parlera de boucher dans toute son œuvre, en tout cas dans Les Fleurs du Mal. C'était un peintre de la cour de Louis XV, favori de la Pompadour, en figure emblématique du style rococo, qui n'a pas laissé dans l'histoire de l'art un grand souvenir. Euh, alors, vous avez ça, c'est quelque chose d'assez important. Il faut que vous vous fassiez une, comment dirais-je, faut que vous sachiez, vous ayez non seulement des notions d'histoire, mais aussi des notions d'histoire de l'art, parce que vous pouvez pas parler de Boucher et savoir pourquoi Baudelaire dénigre Boucher si vous ne connaissez pas le contexte euh, de, de- voilà, je suis désolé, j'ai un environnement, mes enfants me dérangent. Euh, Ce que voulait Baudelaire, si vous voulez, c'est que son idée, c'est que il fallait renouveler l'art, retrouver la beauté au sein même de la modernité où elle s'était égarée. Et on est sorti, avec Baudelaire, on est sorti d'une époque, de l'époque néoclassique, on est sorti de l'époque de la peinture religieuse, et même il y a eu une tentative d'art au service de la philosophie, tout ça l'a profondément ennuyé. Et pour lui, l'idée c'était de réinventer une beauté qui soit euh, euh, d'un monde sans idéal, euh, euh, qui soit une beauté qui naîtrait de l'ennui même, du spleen et de son vertige. C'est-à-dire que vraiment, il y a une dimension, comme je le disais dans la première vidéo, métaphysique au spleen. C'est très important. Il faut absolument comprendre ça. C'est pas psychologique, c'est pas seulement psychologique. C'est fondamentalement métaphysique. La réflexion qu'a Baudelaire, c'est évidemment de dépasser le classicisme, mais c'est surtout on ne dépasse pas quelque chose si on ne fait pas, si on ne s'appuie pas dessus. C'est-à-dire, euh, au fond, c'est un mouvement dialectique, quoi. Vous dites, moi, je n'aime pas le classicisme, mais vous appuyez sur le fait que vous n'aimez pas le classicisme pour le dépasser. Donc, on fait toujours fond sur un passé, sur un héritage, sur tout, absolument tout, que ce soit dans votre vie personnelle, dans la politique, etc. On réinvente, on dit on réinvente. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses avant qui ont été inventées, qui ont été faites. Et voilà, Baudelaire voulait se servir du spleen, de son vertige, de cette beauté étrange qui ressort de tous ces poèmes et qui fait que aujourd'hui il reste encore un poète important pour pouvoir dire l'infini chagrin de l'homme moderne qui ne se console pas d'avoir été abandonné de Dieu. Hein. Et d'ailleurs, euh, dans les petits poèmes en prose, euh, le spleen de Paris, à la fin, si je ne me trompe pas, c'est à la fin, vous avez un poème en prose qui est dont un passage est très beau, qui s'appelle Les bons chiens, et qui résume un petit peu l'esprit de Baudelaire. Il écrit Arrière la muse académique. Je n'ai que faire de cette vieille bégueule. J'invoque la muse familière, la citadine, la vivante, pour qu'elle m'aide à chanter les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés, ceux-là que chacun écarte comme pestiférés et pouilleux, excepté le pauvre, dont ils sont les associés, et le poète, qui les regarde d'un œil fraternel. Donc, vous voyez, il y a cette image-là du poète qui est euh, euh, l'égal de ces chiens pouilleux. Il se meurt dans cette solitude, cette solitude urbaine. Et Baudelaire en appelle véritablement un nouvel art poétique capable de dire.
cette, euh, cette solitude, et tout en faisant naître une nouvelle beauté, presque des ordures euh, de la vie citadine. C'est tout à fait nouveau. C'est vraiment, évidemment, tout à fait nouveau. Euh, Ça, il faut absolument le comprendre, et c'est là où est la dimension métapoétique de l'œuvre de Baudelaire. Donc, quand il parle de boucher, pour presque s'en moquer, c'est parce que euh, à l'époque, l'art subit une crise de l'idéal et du style sublime. Il y a l'effondrement de l'Empire, le déclin de l'école de David, Jacques-Louis David, hein, celui qui a été le peintre de la Révolution, le serment du jeu de paume, la mort de Marat, le couronnement de Napoléon. Euh, David, est exilé sous la Restauration, va mourir, Baudelaire a 4 ans, et à la fin de sa vie, il va même renier son art pour peindre des choses voilà, à la mode antique absolument inintéressantes. Et Baudelaire va d'ailleurs tout de suite, vite, enfin très vite sentir qu'il ne sera pas intéressé par ce type d'art. Il va l'écrire, alors une lettre au colonel Opic de 1838 nous rappelle que dans sa correspondance, il écrit: tous les tableaux du temps de l'Empire, qu'on dit fort beaux, paraissent souvent si réguliers, si froids. Leurs personnages sont échelonnés comme des arbres ou des figurants d'opéra. Il est sans doute bien ridicule à moi de parler ainsi des peintres de l'Empire qu'on a tant loués. Je parle peut-être à tort et à travers, mais je me rends compte, je ne rends compte que de mes impressions. Voilà, donc ses premières sensations par rapport à cet art-là, c'est que ça ne le satisfait pas, ça ne lui parle pas, et on sent là poindre le poète qui va bientôt arriver. Il aura des mots très très durs par rapport aux formes d'art qu'il ne supportera pas, notamment euh, quand il commentera l'exposition universelle de 1855. Bref, là-dessus, n'hésitez pas à vous renseigner. Ce sont des choses qui sont fondamentales. Voilà, donc les pales bouchées. Je ferme la parenthèse, en tout cas la longue digression. Euh, Vous voyez, donc revenons au texte. Euh, on a ces idées de couleurs pâles et sans vie, les roses sont fanées, etc. De même que les œuvres d'art ont perdu de leur éclat. Il parle évidemment des œuvres d'art dont je vous parlais tout à l'heure. Seul reste quoi? L'odeur, ce sens qui résiste malgré tout, évidemment. Le poète est quelqu'un de vivant, il a un corps. Sa vue s'est affadie, mais l'odorat résiste. Il y a une correspondance, hein, voilà, alors les correspondances, peut-être qu'on en reparlera, entre la vue, les pastels et l'ouïe. Hein, c'est plaintif, voilà, c'est pastel plaintif. En gros, il y a quand même une absence globale de vie. Même si le corps est là, bon, il vit un peu moins. Au vers 19-21, vous avez une antithèse entre la matière vivante et le granit. La vie, encore une fois, s'est pétrifiée, elle est devenue, voilà, elle est devenue statique. On retrouve cette idée de la pierre dans l'image du sphinx un petit peu plus loin d'ailleurs. Euh, Vous avez une idée du sommeil, mais en demi-teinte, hein, il est assoupi, il sommeille, etc. Voilà, il est dans un état second. Euh, on a ici beaucoup d'indices, de mots du champ lexical de l'incertitude, la vague épouvante, il est assoupi, le Sahara est brumeux, il a été oublié sur la carte, etc. Donc il y a cette idée d'affadissement de soi. Et puis, tout cela couronné par l'idée du Sahara, évidemment, c'est désert, stérile, fondamentalement stérile. Euh, Vous avez également, alors ensuite, pour terminer, finalement, que veut la poésie dans ce poème? Eh bien, la poésie et l'art sont fondamentalement impuissants. Vous avez une comparaison du poète avec un sphinx. Vous avez l'idée, une figure de pierre, alors, presque
plus de stockage, donc malheureusement ça risque de couper. Euh, le poète est rejeté par ses semblables, le monde ne s'intéresse pas à lui, etc. C'est enfin, en gros, quelque chose que, vous avez l'enjambement final des deux derniers vers oubliés sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche, et cette idée de fin sur le chant du cygne, donc fin de la poésie, poésie funèbre, poésie de la mort, qui ne se déploie que parce que il est trop tard, et voilà. Euh, c'est là où se situe la véritable portée métaphysique de ce poème, très important. Euh, N'oubliez pas aussi, euh, euh, la matière vivante de la poésie, c'est quoi là à ce moment-là? Ici, c'est la mort, c'est la poésie, c'est une poésie sur la mort, comme on le voit aussi dans un autre poème superbe qui s'appelle De Profundis Clamavi, qui se situe, je ne sais plus, alors évidemment, c'est au moment où j'ai plus le temps que je ne retrouve plus les choses. C'est le 30e, De Profundis Clamavi, page 79 de l'édition classique de poche. Vous savez ce que c'est que De Profundis Clamavi? J'ai crié des profondeurs. C'est un psaume d'espérance de la Bible, normalement, mais que Baudelaire transforme en un chant mélancolique et totalement désespéré. Hein, vous voyez, là encore, hein, il se sépare de sa tradition, tout en y restant attaché, évidemment, puisqu'il utilise quand même un psaume très célèbre. J'implore ta pitié, toi l'unique que j'aime, dit-il, du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. C'est un univers morne, à l'horizon plombé, où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème. Un soleil sans chaleur plane au-dessus 6 mois, et les 6 autres mois, la nuit couvre la terre. C'est un pays plus nu que la terre polaire, ni bête, ni ruisseau, ni verdure, ni bois. Or, il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la foire de cruauté de ce soleil de glace et cette immense nuit semblable au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide tant les chevaux du temps lentement se dévident. Voilà, là encore, profonde, euh, une profonde mélancolie submerge euh, l'auteur et cette poésie du désespoir, au fond, repose quand même sur une tradition qu'il entend surpasser, dépasser. Voilà. C'est toujours comme ça, la vie. Restez chez vous.